L'édifice du Centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire méticuleux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme un symbole de la démocratie. Ce bâtiment historique est fermé dans le cadre du plus grand et du plus complexe projet de remise en état d'un édifice du patrimoine jamais entrepris au Canada. L'édifice du Centre est rempli de gravures et de sculptures. Elles renvoient toutes à des moments marquants de l'histoire du Canada. Ici, dans le Palais de la Confédération, des motifs complexes recouvrent presque tous les espaces. Représentant des symboles du Canada, sa flore et sa faune, et les armoiries de chaque province et territoire. Dans le foyer de la Chambre des communes, on peut voir une série de sculptures intitulées à juste titre « L'histoire du Canada ». Elles illustrent les différentes étapes du développement de notre pays. Elles racontent l'histoire du Canada, sociale, politique et économique. La plupart des sculptures de l'édifice du Centre ont besoin d'être restaurées. Ici, on voit que certaines ont été endommagées par des fuites d'eau. Lorsque l'architecte John Pearson a conçu le bâtiment, il a délibérément laissé des milliers de blocs de pierre non sculptés. Il souhaitait que les générations futures de sculpteurs ajoutent leurs propres histoires sur les pierres de l'édifice du Centre, pour illustrer l'histoire du Canada au fur et à mesure de son évolution. Et depuis près d'un siècle, c'est exactement ce qui s'est passé. Chaque génération de sculpteurs laisse sa propre empreinte. Il reste maintenant 180 blocs non taillés. Le sculpteur du Dominion du Canada supervise l'entretien de toutes les sculptures de la cité parlementaire. Il ou elle est aussi chargé de créer de nouvelles pièces. 6 personnes ont occupé cette fonction depuis sa création officielle en 1936. Voici John Philip Smith. Il est le 6e sculpteur du Dominion du Canada. Pendant la restauration de l'édifice du Centre, il est chargé de superviser l'entretien de toutes les œuvres sculpturales, y compris toutes les nouvelles sculptures. Nous nous trouvons actuellement à 3 ou 4 étages de haut sur l'échafaudage à l'intérieur de la Chambre des communes. Nous sommes donc tout près de la ligne du toit, ou plutôt du plafond. Et ici, tout en haut, avant qu'elle ne se transforme en plafond, il y a une corniche qui s'étend tout autour de la chambre. C'est un bel exemple de blocs non taillés. Voici donc quelques-uns des blocs originaux qui n'ont pas été sculptés à l'époque et qui font partie de la suite du programme de sculpture. Ils font partie des 180 blocs. Pour nous, il s'agit d'une priorité dans le cadre du projet, car nous disposons désormais d'un échafaudage pour sculpter ces blocs, ce qui n'est pas possible en temps normal. La prochaine occasion sera peut-être le prochain grand projet, qui pourrait durer 100 ans ou plus. Et nous nous concentrons donc sur la sculpture de ces blocs. Certains dessins ont déjà été réservés pour certaines de ces pièces, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont déjà figés ou gravés dans la pierre. Ce sont donc des discussions que nous avons avec les partenaires, le Sénat et la Chambre des communes, qui travaillent en étroite collaboration avec les conservateurs du projet. Ensuite, c'est aux parlementaires de décider ce qui sera finalement gravé. Il s'agit d'un processus de consultation qui évolue au fil du temps. Il y a beaucoup de travail de recherche initiale et de conception qui a lieu, et oui, c'est tout un processus.
Un élément de mon rôle consiste à proposer différentes idées sur ce qui devrait être représenté dans ces blocs, et mon équipe aussi. Et vice-versa, ces demandes peuvent également émaner du bureau du président de la Chambre. Ce sont donc des choses sur lesquelles nous travaillons ensemble. Il s'agit vraiment de représenter ce que nous pensons que la nation ou le peuple du Canada, les citoyens du Canada, ont le plus besoin de voir ou ce qui est le plus pertinent pour le pays. Je me trouve actuellement dans le foyer de la Chambre des communes, près de l'entrée, et j'aimerais attirer votre attention sur quelques pièces très intéressantes. En 1978, le député Wally Firth a demandé au président de l'époque, James Jerome, que des pièces soient créées et sculptées par des sculpteurs autochtones pour être placées sur les murs du Parlement. C'est ce qu'on appellera plus tard le programme de sculpture des peuples autochtones. 10 zones non sculptées ont donc été choisies et réservées à ce programme. À ce jour, 9 de ces sculptures ont été achevées, dont l'une est ici, créée par le sculpteur autochtone Joe Jacobs de la nation Cayuga et intitulée « Création ». De l'autre côté, il y a une œuvre créée par l'artiste Gitxsan Earl Muldoon. Il est important de noter que ces sculptures ont été réalisées dans le studio du sculpteur, c'est-à-dire que les ébauches ont été expédiées aux différents endroits où se trouvaient les sculpteurs et qu'elles ont été créées dans leur propre studio. Il est aussi important de noter que les sculpteurs qui ont créé cette pièce et les sculpteurs parlementaires ne se sont jamais rencontrés, qu'il n'y a pas eu de discussion ou d'échange de connaissances sur les différentes méthodes de sculpture. Le but est donc de travailler ensemble, de partager les moyens et les méthodes et de concevoir de nouveaux thèmes pour les œuvres décoratives futures. Notre équipe se concentre sur 2 choses. Il y a les nouveaux travaux et les travaux de restauration. Je commencerai donc par les nouvelles œuvres. Disons que vous avez un morceau de pierre vierge dans les murs et que vous voulez créer quelque chose. Vous commencerez par effectuer des recherches, puis de créer des dessins, et enfin un modèle en argile. L'avantage de travailler avec l'argile, c'est que l'on peut ajouter et retirer des matériaux. Ainsi, une fois la sculpture terminée, elle correspond exactement à ce que l'on veut. Elle est ensuite coulée en plâtre, ce qui permet de créer un modèle appelé maquette, qui est en quelque sorte le modèle dur que vous copiez ensuite dans la pierre. Cette maquette ou ce modèle est ensuite entreposé, puis la pièce finie est installée où elle se trouve déjà là, si vous l'avez travaillée in situ. En ce qui concerne la restauration, c'est à peu près la même chose, mais on essaie de recréer quelque chose qui existait déjà. On continue donc à effectuer des recherches en amont pour essayer de comprendre ce qui a pu être là. Vous regardez des photographies historiques, puis vous prenez un moule et vous recréez dans l'argile ce que vous pensiez qu'il y avait là. Et il faut rester fidèle au style et aux autres éléments qui entourent la sculpture. Ensuite, on obtient la maquette, puis on sculpte à nouveau la pièce dans la pierre et on la replace dans le mur. Voilà donc le processus. C'est un processus qui existe depuis des milliers d'années et qui est efficace. L'un des prédécesseurs de John Philip était Eleanor Milne. Elle fut le 3e sculpteur du Dominion du Canada et occupa ce poste pendant plus de 3 décennies. Elle est très connue parce qu'elle a réalisé certaines des séries les plus connues, soit la série sur l'acte de l'Amérique du Nord britannique et la série sur l'histoire du Canada. Ce sont les séries sculptées les plus importantes du bâtiment. Elle a eu une très longue carrière à titre de sculpteur du Dominion et disposait d'une merveilleuse équipe de sculpteurs. Et elle avait une touche très intéressante. Sa formation n'était pas tellement axée sur la sculpture architecturale en pierre, mais elle venait d'un milieu contemporain, ce qui lui a permis d'ajouter un style différent. Son travail s'inscrivait toujours dans ce que l'on pourrait appeler le style gothique, mais elle en a repoussé les limites pour en faire quelque chose de complètement nouveau et qui lui ressemblait aussi complètement. Il est donc très intéressant de voir son travail et la manière dont elle l'a réalisé. Le legs de Madame Milne est visible dans tout le bâtiment, y compris dans le foyer du Sénat. John Philip et son équipe travaillent à la création d'une nouvelle sculpture pour cet espace.
une sculpture en l'honneur des 70 ans de règne de la reine Élisabeth II. Cette pièce a été créée à l'occasion du jubilé de platine de la reine et nous avons décidé, après avoir consulté le Sénat, de créer une pièce qui commémorait cette occasion monumentale. Il s'agissait essentiellement de moi-même, du conservateur du côté du Sénat, et de l'huissier du bâton noir. Nous avons parcouru l'espace et nous avons choisi cette pierre angulaire comme endroit idéal pour créer une représentation décorative de cet événement. La première étape a consisté à examiner cette pierre angulaire et à décider ce que nous pouvions faire dans l'espace qu'elle offrait. Il y avait aussi l'emblème du jubilé de platine qui a été créé ici au Canada pour commémorer cette occasion. Nous savions donc que nous voulions l'inclure dans la pièce et le placer au centre de celle-ci. C'était donc une bonne chose. Nous étions sur la bonne voie, mais nous avons estimé qu'il fallait ajouter quelque chose sur les côtés. La suggestion du côté du Sénat était d'ajouter du feuillage. La fleur préférée de Sa Majesté était le muguet. Je crois donc que le Sénat a vérifié auprès du palais de Buckingham si cela était possible, et ce fut le cas. Nous avons donc créé l'emblème qui est en quelque sorte soutenu par ce muguet. J'ai donc fait un dessin qui a été approuvé, puis j'ai commencé à le sculpter dans l'argile, grandeur nature. C'est plus grand qu'un muguet. Le muguet, c'est une petite fleur, mais là encore, étant donné son emplacement, nous voulions nous assurer qu'elle soit aussi lisible que possible. Et c'est quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de sculpture architecturale, la lisibilité. C'est ainsi que le projet a vu le jour. Nous avons maintenant un modèle et nous espérons pouvoir commencer à le sculpter assez rapidement. John-Philippe et son équipe sont également responsables de la réparation et de la restauration des sculptures en pierre sur les murs extérieurs de l'édifice du centre. Pour l'instant, nous examinons la façade ouest de l'édifice du centre et cette façade est celle qui subit le plus les vents dominants et où nous voyons le plus de détérioration en ce qui concerne divers éléments de maçonnerie. Et bien sûr, je regarde les éléments sculpturaux et nous voyons des éléments qui manquent, des éléments qui se détériorent considérablement. Il est difficile de dire ce qu'il y avait avant. Si nous regardons vers le haut, nous voyons un petit arc-boutant ici. Et tout en haut, à l'extrémité avant de l'arc-boutant, il y a un pinacle qui va jusqu'à un point, et ce point, qui est le fleuron, a complètement disparu. Nous n'avons pas vraiment de preuves photographiques de ce qu'il y avait avant, mais nous avons pu retourner aux dessins originaux de Pearson et voir un dessin pour un épi de feuilletage. Donc, à partir de cela, nous avons pu créer un modèle et ensuite nous allons le reproduire et le sculpter dans la pierre. Puis, une fois que l'échafaudage sera monté ici, il sera remis en place par les tailleurs de pierre. Il manque quelques éléments le long de cette façade. Il y a des fleurs de lys le long de toutes ces pierres de couronnement. Le pinacle du côté opposé est en très mauvais état. Il comporte un certain nombre de sculptures complexes qui doivent également être remplacées. Après près d'un siècle d'exposition aux conditions climatiques extrêmes d'Ottawa, la maçonnerie patrimoniale du bâtiment se dégrade. Il s'agit d'une entreprise de grande envergure. Il faut nettoyer 20 000 mètres carrés de maçonnerie, ce qui représente environ 365 000 pierres qu'il faut enlever pour les réparer et les remplacer. Jeff Meek est l'un des gestionnaires du projet Restauration de la maçonnerie. En continuant à faire le tour, vous pouvez voir beaucoup d'érosion sur ces pierres, très probablement causée par le vent et la pluie, car nous sommes dans le coin nord-ouest du bâtiment. Nous sommes très exposés au vent. Souvent, en combinaison avec l'eau et le gel-dégel, les pierres s'érodent, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont presque concassées. Et ce n'est pas le pire exemple que j'ai vu. Il y en a d'autres ailleurs autour du bâtiment où l'on peut mettre la main dans la pierre et où il se forme presque une anse de tasse. Au fil des ans, les approches ont été très ponctuelles. Ainsi, si vous pouvez imaginer jusqu'aux travaux de restauration des années 2000 et 2010, et avant la bibliothèque, il s'agissait de campagnes d'entretien sporadiques où l'on s'occupait simplement de certaines parties uniques. Et encore une fois, d'autres projets ont permis de maintenir le bâtiment en état jusqu'à ce qu'un travail d'envergure soit effectué. Et maintenant, nous en sommes aux gros travaux et nous adoptons une approche de restauration holistique. Et bien sûr, ces gros travaux sont liés à l'actuel projet de l'édifice du centre.
Nous avons commencé, je crois, en 2019 dans une zone où se trouvent certains des projets les plus facilitateurs. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait un très grand mur de soutènement en pierre au sein de la pelouse avant. C'est donc la première chose que nous avons faite. Nous l'avons enlevé très soigneusement, nous l'avons démonté et nous l'avons entreposé. Cela nous a permis, entre autres, de mobiliser le chantier de l'édifice du centre, ce qui a donné lieu à une série de travaux dits préliminaires. L'un de ces travaux préliminaires était la restauration de la maçonnerie du mur nord que nous examinons en ce moment. Les travaux sur le mur nord ont commencé vers 2020, je crois, et ont duré environ 1 an et demi. Le tout est maintenant terminé. Comme vous pouvez le voir ici, les pierres ont été nettoyées et le mortier restauré. Et à mesure que nous avançons dans le reste du bâtiment, nous nous déplaçons essentiellement du nord vers l'est, puis vers l'ouest et enfin vers le sud. En général, la maçonnerie suit une séquence très linéaire. Ainsi, lorsque nous arrivons, l'aspect est bien différent de celui-ci. Les pierres sont assez sombres. Dans certains cas, vous verrez que le mortier s'écaille et se détache du mur. Nous commençons donc par la réfection de tous les joints très soigneusement. On appelle cela un ratissage ou une forme de grattage. Vous pouvez voir que chacun de ces joints semble bien frais. Ils ont tous été ratissés au cours des 2 premiers mois du chantier. Ensuite, nous découvrons une particularité de l'édifice du centre, à savoir que la structure comporte plusieurs éléments en acier. Ainsi, en traversant le mur, nous exposons ce qu'on appelle les extrémités. Vous imaginez ainsi une poutre qui sort directement du bâtiment et se termine quelque part près de l'extrémité du mur. Nous l'exposons. Nous vérifions son état, puis nous la nettoyons et la réparons si nécessaire et nous reconstruisons le mur autour. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement le cas pour tous les bâtiments, mais pour l'édifice du centre en particulier. On revient par la suite à la maçonnerie traditionnelle. C'est un processus qui prend beaucoup de temps. En fait, sur le mur nord, un peu plus de 20 km de joints de mortier ont été ratissés et rejointés. Et encore, il s'agit du mur nord, pas de l'ensemble du bâtiment. Il s'agit donc d'un projet de très grande envergure. Pour ce projet de grande envergure, on utilise la technologie laser, une solution du 21e siècle pour un métier médiéval. À une température très élevée, il y a ablation de la surface. Il s'agit donc d'une chaleur très élevée essentiellement, et cela relève presque de la science-fiction. Comme pour la plupart des travaux réalisés ici, restaurer le bâtiment afin qu'il retrouve son aspect historique est un élément essentiel du projet. Et cela comprend la maçonnerie. Il s'agit de se rapprocher le plus possible de l'original. Ainsi, lorsque nous remplaçons la pierre, nous essayons généralement d'utiliser le même matériau s'il est disponible. Si ce n'est pas le cas, nous recherchons, ou plutôt nos conservateurs recherchent, un matériau provenant du même gisement géologique. Ainsi, pour la maçonnerie, surtout pour la maçonnerie extérieure, nous avons 3 types de pierres sur le mur. Le grès de Béréa, qui représente tous les éléments décoratifs que vous voyez, les bandeaux ici, les cadrages des fenêtres, les sculptures et certains de ces éléments qui ressemblent à des pignons vers l'extrémité. Ces éléments proviennent de Cleveland, dans l'Ohio, et sont très similaires au matériau qui a été utilisé à l'origine pour reconstruire le bâtiment. Le remplissage ou les moellons, c'est-à-dire toutes ces pierres entre les éléments décoratifs, proviennent d'une carrière de Nepean en Ontario. Cette carrière a fermé depuis longtemps et nous utilisons maintenant ce qu'on appelle la pierre de Saint-Canute, qui provient d'une carrière située près de Mirabel au Québec, la carrière de Saint-Canute. Cette pierre est très similaire sur le plan géologique et sur le plan esthétique, elle est presque identique. L'autre carrière ou type de pierre que vous ne voyez pas sur ce mur est la Wallace. La Wallace se trouve généralement autour de certaines portes. On voit beaucoup plus de Wallace sur la tour de Paix au sud. La Wallace provient en fait de la carrière Wallace en Nouvelle-Écosse. Nous avons également un accord d'achat avec eux. Il en va de même pour un certain nombre de pierres à l'intérieur, pour lesquelles un processus similaire est entrepris afin d'évaluer si nous pouvons obtenir la même chose. Si ce n'est pas le cas, on voit dans quelle mesure on peut se rapprocher de l'original. Tandis que les travaux de maçonnerie se poursuivent, des bâches décoratives imprimées, connues sous le nom de trompe-l'œil, sont en cours d'installation. L'idée, du moins du point de vue de l'expérience du visiteur, c'est-à-dire des milliers de touristes qui visitent la colline du Parlement chaque année, ils n'ont probablement pas envie de voir une bâche blanche géante devant ce monument pour lequel ils ont peut-être parcouru des milliers de kilomètres.
Il y a des points de vue très particuliers depuis tout Ottawa, où le Parlement est un bâtiment des plus emblématiques. Le trompe-l'œil est donc essentiellement une impression ou une représentation graphique du mur qui se trouve derrière. L'idée, c'est que vous regardez essentiellement le même mur. Pour l'instant, vous remarquerez qu'il ne se trouve qu'au nord parce que nous n'avons d'échafaudage qu'au nord. Au fur et à mesure que nous ferons le tour du bâtiment, ce trompe-l'œil suivra l'échafaudage. Ces bâches décoratives ont de nombreuses fonctions. Elles protègent également les travailleurs des conditions météorologiques extrêmes, ce qui permet de poursuivre les travaux quelle que soit la saison. La bâche sur l'échafaudage a deux fonctions. D'une part, la restauration du mur produit beaucoup de poussière. Comme vous pouvez l'imaginer, nous voulons contenir cette poussière. Un certain nombre de protocoles de sécurité ont été mis en place pour assurer la protection des travailleurs qui doivent porter ces masques respiratoires et autres dispositifs de ce type. C'est également indispensable pour le travail lui-même. Si vous imaginez que vous mélangez du mortier, qui est essentiellement comme un ciment, il doit durcir dans des conditions climatiques très particulières. Sans la bâche sur le bâtiment, nous ne pourrions pas atteindre cette température. Elle varierait trop et limiterait considérablement nos heures de travail. Le trompe-l'œil et la bâche elle-même nous permettent donc de modérer le climat à l'intérieur de l'échafaudage et d'assurer un travail continu.